Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue aux 20h de ce 5 janvier 2021 sur Reflet d'Afrique Télévision. Nous saluons de manière toute particulière toute la communauté de malentendants qui suit cette session d'information sur votre télévision. Commençons par les titres de ce journal. Après le communiqué du cabinet civil de la présidence de la République camerounaise annonçant la déprogrammation des cérémonies de vœux par au chef de l'État camerounais et à son épouse, l'opposant Jean-Michel Nitieux a réagi sur les réseaux sociaux, lançant vertement le budget 2021 des frais de représentation, de fêtes et de cérémonies officielles qui est passé de 58 à 70 milliards de francs CFA, soit une augmentation de 12 milliards de francs CFA. Nous en parlons dans ce journal. Au Cameroun, les patients souffrant d'insuffisance rénale ne savent plus où donner de la tête. Dans une récente sortie sur les réseaux sociaux, Manaouda Malachi, ministre camerounais de la Santé publique, vient de mettre un terme à une vase macabre autour du centre d'hémodialyse de l'hôpital régional de Bamenda, entretenu entre le directeur de cette formation sanitaire et le délégué régional de la santé publique pour la région du Nord-Ouest. 5 personnes ont perdu la vie par noyade le 3 janvier 2021 à la plage de Cap-Lopez à Port-Gentil au Gabon. L'une d'elles reste introuvable pour le moment sous les eaux de l'océan Atlantique. Madame, Monsieur, voilà pour les titres de ce journal. Bonsoir une fois de plus, bienvenue aux 20h. Le gouvernement chinois, à travers l'agence chinoise de coopération pour le développement au chevet de la représentation de l'UNICEF au Cameroun, c'est au travers d'un don d'un montant d'1 million de dollars, soit plus de 530 millions de francs CFA qui a été remis le 31 décembre 2020. Il a pour but d'assurer la continuité des soins et des services de base pour la mère, le nouveau-né et l'enfant au Cameroun. Il va aussi permettre, entre autres, l'acquisition d'un train immatériel pour la vaccination contre la rougeole, roubiole, la prise en charge des maladies les plus meurtrières chez les enfants de moins de 5 ans, une prise en charge de qualité des nouveau-nés dans 20 formations sanitaires. Il s'agira aussi d'acquérir des équipements de protection individuelle et de prise en charge de Covid-19, du matériel pour le contrôle et la prévention des infections dans les communautés et dans les formations sanitaires. Pour Jacques Breuer, le représentant de l'UNICEF au Cameroun, la Chine fait partie des fidèles partenaires de l'UNICEF et grâce à ce projet, les lacunes critiques en matière de santé chez les jeunes enfants et les femmes qui pourraient autrement compromettre leur survie, leur développement et leur bien-être seront comblées. En raison des mesures barrières adoptées par le gouvernement camerounais pour freiner la propagation du nouveau coronavirus, la présentation des vœux de nouvel an au corps diplomatique et au corps constitué de l'État n'aura pas lieu cette année. On a décidé pour le BIA, conformément à l'information publiée par la présidence de la République, un double communiqué publié le 4 janvier 2021 signé du directeur du cabinet civil Samuel Mvondoa-Wolo et adressé notamment aux chefs de mission diplomatique accrédités au Cameroun, aux membres des corps constitués nationaux ainsi qu'à leurs épouses, précise que les cérémonies respectives de présentation des vœux au chef de l'État et à son épouse pour 2021 ont été déprogrammées. L'annulation de dites cérémonies vient à la suite de l'annulation des festivités de la fête nationale du 20 mai dernier pour les mêmes raisons sanitaires, au moment où l'on fait état de l'apparition d'une seconde vague de coronavirus plus contagieuse à travers le monde et plus précisément en Europe et en Amérique latine. On n'oublie pas l'Afrique, notamment l'Afrique du Sud et le Nigeria. Cette décision des plus hautes autorités de l'État n'est pas une surprise, d'autant plus que dans son message de fin d'année à la nation le 31 décembre 2020, la lutte contre la propagation du coronavirus était au centre des préoccupations du chef de l'État camerounais. Paul Biya avait surtout révélé des effets néfastes de cette pandémie, indiquant que malgré les efforts fournis par le gouvernement, la Covid-19 a endeuillé de nombreuses familles et provoqué de graves difficultés dans le fonctionnement de l'économie et de la société. Selon le dernier décompte du ministère de la Santé publique, le nombre total de personnes atteintes de la Covid-19 au Cameroun est de 26 848 cas pour 448 décès.
Après le communiqué du cabinet civil de la présidence de la République du Cameroun annonçant la déprogrammation des cérémonies de vœux au chef de l'État camerounais et à son épouse, l'opposant camerounais Jean-Michel Nitu a réagi sur les réseaux sociaux, tentant vertement le budget 2021 des frais de représentation des fêtes de cérémonie qui qui est passé de 58 à 70 milliards de francs CFA, soit une augmentation de 12 milliards de francs CFA. Lestine Femba revient sur cette énième sortie tonitruante du député du Social Democratic Front à l'Assemblée nationale. L'honorable Jean-Michel Nitu se fait remarquer ces derniers mois par des sorties très controversées. Après ces violentes sorties, critiquant la gestion des fonds dédiés à la lutte contre la pandémie de la Covid-19 par le ministre de la Santé publique, le Dr Madaouda Malachi, c'est au tour du budget prévu pour les cérémonies de présentation des vœux au président Paul Biya et à Madame Chantal Biya de recevoir la plume critique du député du Social Democratic Front du Vouri-Est sur sa page Facebook. C'est à la suite du communiqué signé le 4 janvier 2021 par le ministre directeur du cabinet civil de la présidence informant les chefs de mission diplomatiques accrédités au Cameroun, les membres des corps constitués nationaux ainsi que leurs épouses que les cérémonies de présentation de vœux au président Paul Biya et à Madame Chantal Biya sont déprogrammées en raison des mesures barrières adoptées par le gouvernement camerounais pour freiner la propagation du nouveau coronavirus que Jean-Michel Nitu a démontré le caractère contradictoire entre cette décision et le budget récemment voté au Parlement. Pour l'honorable, l'augmentation de plus de 12 milliards de francs CFA du budget 2021 des frais de représentation, de fêtes et cérémonies officielles qui passent de 58 à 70 milliards de francs CFA est inacceptable. Étant donné que c'était connu de tous que le Cameroun allait toujours être en pleine pandémie de la Covid-19 en 2021 puisque toutes les prévisions allaient dans ce sens. Le député du Vouri-Est serait-il devenu une véritable pierre dans la chaussure du gouvernement? Au-delà de toute chose, il est important de rappeler que ces décisions fortes prises par le chef de l'État n'est pas la première depuis la survenue de la pandémie de la Covid-19 au Cameroun en mars 2020. Lutte contre la pauvreté, le Cameroun veut effectivement passer à la vitesse supérieure au cours de l'année 2021. Au cours de son traditionnel discours de fin d'année le 31 décembre dernier, le président de la République, Paul Biya, a souligné que le Cameroun s'efforcera d'atteindre le cap de croissance de 8%. Carole Noukwa nous en dit plus. Jamais l'économie camerounaise n'a été aussi mal. Malgré les efforts consentis par les autorités pour stabiliser le taux de croissance à 4% au cours de ces dernières années, il a connu une érosion en 2020. Les crises sécuritaires dans certaines régions du Cameroun depuis près de 4 ans ont favorisé l'augmentation des dépenses de sécurité. Et le contexte international, marqué par la pandémie du nouveau coronavirus et la baisse de la croissance mondiale, ont fortement impacté sur l'économie camerounaise au cours de l'année 2020. C'est face à ces difficultés que le Cameroun ambitionne de mettre en place les conditions favorables à l'accumulation de la richesse. Pour atteindre ce but, le pays entend mettre l'accent sur l'implémentation de la stratégie nationale de développement 2020-2030. Ce document, qui définit les grands axes de planification jusqu'en 2030, a tiré les leçons des expériences passées et s'est fixé de nouveaux objectifs pour la décennie à venir. Elle prendra en compte 4 piliers, notamment la transformation structurelle de l'économie, le développement du capital humain, la promotion de l'emploi et de l'insertion et enfin la gouvernance et la décentralisation administrative. La stratégie nationale de développement à l'horizon 2030 vise aussi à améliorer la condition de vie des populations et leur accès aux services sociaux de base. Elle entend ramener le taux de pauvreté de 37,5% en 2014 à moins de 25% en 2030, ramener le sous-emploi de 77% en 2014 à moins de 50% en 2030, de porter l'indice du capital humain de 0,39% en 2018 à 0,55% en 2030 et l'indice de développement humain de 0,52% en 2016 à 0,70% en 2030. Au cours de son traditionnel discours de fin d'année, le président Paul Biya a souligné que le pays s'efforcera d'atteindre un taux de croissance de 8%. Il conviendra donc de passer à la vitesse supérieure pour lutter contre la pauvreté, le chômage et la persistance du secteur informel. Il faudra également s'efforcer d'atteindre un taux de croissance de 8% en procédant à une
transformation structurelle de notre économie et en améliorant l'efficacité de la dépense publique. Ainsi, nous conserverons toutes les chances de parvenir à l'émergence à l'horizon 2035. Bien entendu, nous poursuivrons par ailleurs la mise en œuvre de notre politique de développement social qui a été définie au début du septennat en cours, qu'il s'agisse de l'emploi des jeunes, de l'éducation, de la santé et de la famille. Comment le Cameroun compte-t-il mener à bien ces transformations structurelles quand on sait qu'elles riment avec transformation énergétique et industrialisation? Car il serait impossible pour un État aussi puissant soit-il de structurer son économie sans énergie. Le Cameroun gagnerait à axer ses priorités au cours de ces 3 prochaines années sur l'accélération des projets structurants de première génération qui n'ont pas été achevés. Camerounais de la santé publique vient de mettre un terme à une valse macabre autour du centre d'hémodialyse de l'hôpital régional de Bamenda, entretenu par le directeur de cette formation sanitaire et le délégué régional de la santé publique pour la région du Nord-Ouest. Carole Nokwa, une fois de plus. On se croirait dans un match de ping-pong avec à gauche le docteur Denis Samet, directeur de l'hôpital régional de Bamenda, et à droite le docteur Kingsley Chesso, délégué régional de la santé publique pour le Nord-Ouest, et le centre d'hémodialyse de l'hôpital régional de Bamenda, considéré ici comme la balle. Suite à une panne imprévue des kits du centre de dialyse, le directeur du dit hôpital, le docteur Denis Samet, a rendu public un communiqué le 3 janvier dernier dans lequel il annonçait la fermeture temporaire du centre d'hémodialyse et les transferts des patients dans d'autres hôpitaux généraux et régionaux. Communiqué qui a été botté en touche par le docteur Kingsley Chesso, délégué régional de la santé publique pour le Nord-Ouest et par ailleurs supérieur hiérarchique du docteur Denis Samet. Quelques heures après la sortie du directeur de l'hôpital, le délégué régional s'est empressé de recadrer et de démentir les dires de son collaborateur. Dans un communiqué, le docteur Kingsley Chesso a annoncé que le centre de dialyse n'est pas fermé, mais tout au contraire, les kits d'hémodialyse, vu leur vétusté, sont en train d'être remplacés et seront opérationnel dans les prochains jours. Il a par ailleurs souligné que c'est cette opération de remplacement des kits qui a amené des patients à se référer dans d'autres formations sanitaires et il a appelé les autres à un peu de patience. Comment comprendre cette sortie du délégué qui demande aux patients d'attendre pour une répartition des machines de dialyse quand on sait que les séances d'hémodialyse relèvent des urgences qui doivent se faire au minimum une fois par semaine pour éviter des douleurs et souffrances physiques atroces? Comment peut-on demander aux malades souffrant d'insuffisance rénale de patienter des jours pour avoir un traitement? C'est inhumain. Serait-ce dans le but d'éviter une hécatombe se produit dans son enceinte hospitalier que le directeur de l'hôpital régional de Bamenda a voulu jouer la carte de la prévention en rendant public ce communiqué? Comment en arrive-t-on à la fermeture d'un centre d'hémodialyse pour dysfonctionnement des machines de dialyse quand on sait que la dotation annuelle d'un centre d'hémodialyse contenue dans le budget du ministère de la Santé oscille entre 200 et 300 millions de francs CFA par an et ce, depuis une dizaine d'années. C'est sans doute face à ce rendam médiatique à communiqué interposé que le ministre Manaouda Malachi, pour siffler la fin de la récréation, a posté sur son compte Twitter le 4 janvier dernier, je cite, « Le centre de hémodialyse de Bamenda n'est pas du tout fermé. Il recevra d'ailleurs 8 générateurs neufs dès demain matin et les essais se feront aussitôt pour un meilleur service. » Rappelons que les directives du chef de l'État relatives à la rénovation des 10 centres sont claires. Une sortie du ministère qui n'a pas laissé les internautes indifférents. Chacun y allait de sa sensibilité. Pendant que certains s'interrogeaient sur la fabrication ou la provenance de ces générateurs, d'autres par contre se demandaient pourquoi il a fallu attendre que les choses se dégénèrent avant d'envoyer ces générateurs. Cette sortie du ministre qui vient elle aussi ajouter la dissonance autour de cette polémique. Vivement que le ministère de la Santé publique synchronise la communication de ses services et contrôle mieux leurs paroles santé à l'avenir.
En société, l'année 2020 aura été pour les populations de la ville de Maroua une année difficile imposée par la pandémie du nouveau coronavirus. Cette situation a impacté négativement plusieurs secteurs d'activité de cette région. Outre cette maladie, ils ont également noté des problèmes sécuritaires. Le reportage d'Amidou Kaou et Fabien Payanfou. C'est noté à 20 sur 20. L'année 2020 a été fauchée pour les populations de l'extrême nord par la pandémie coronavirus. À Maroua, comme partout ailleurs, le Covid-19 a fait parler de lui. Cette crise sanitaire qui, de façon considérable, a plombé l'activité socio-économique, a tout de même permis aux résidents de la ville de Maroua et de l'extrême nord de se mouvoir sur le plan politique. Autre sujet non des moindres, la sécurité qui aujourd'hui plus qu'hier a cristallisé toutes les attentions des populations. Pour cette nouvelle année, l'on espère une stabilité politique, sécuritaire, économique et socio-culturelle pour la plus belle des régions. Boko Haram ici, sécessionniste là-bas, la pandémie coronavirus partout, vivement que ce cortège de malheur s'éteint avec l'an 2020 qui s'achève. Une note triste dans ce journal, 5 personnes ont trouvé la mort le 3 janvier dernier par noyade à la plage de Cap Lopez à Port-Gentil au Gabon. L'une d'elles reste introuvable sous les eaux de l'océan Atlantique, âgées notamment de 25 et 30 ans, tous de nationalité camerounaise, tous étaient également des amis. Ils sont partis pour une baignade qui a tourné malheureusement en catastrophe lorsqu'ils tentaient de sauver l'un des leurs qui s'éloignait vers le large. Actuellement, un rescapé se trouve sous oxygène dans un hôpital de la place. Nous y reviendrons. Au Niger, le ministre de l'Intérieur a annoncé un deuil national de 3 jours et le renforcement de la sécurité dans la zone après l'attaque qui a causé la mort de près de 100 civils samedi dernier par les terroristes. Leslie Fepa pour les détails. C'est à la suite de l'attaque perpétrée samedi dernier dans 2 villages nigériens près de la frontière malienne par des terroristes qui a causé la mort de plus de 100 civils que le ministre de l'Intérieur Al-Kaché Al-Hada a déclaré que le gouvernement a décidé d'organiser un deuil national de 3 jours. En effet, selon le maire Halmou Hassan de la commune rurale de Tondikiwidi qui administre également les villages de Choma, Bangou et Zaroumadere, lieu où les attaques ont été enregistrées, c'est à bord d'une centaine de motos que les djihadistes ont pris d'assaut les 10 villages. Si aucune revendication officielle n'a encore été émise après cette attaque survenue entre les 2 tours présidentielles au Niger, ni concernant la pose d'une mine artisanale qui a tué le même jour 2 soldats français à Ménéka, le gouvernement par contre a annoncé le renforcement de son dispositif sécuritaire dans la zone frontalière du Mali. Par la même occasion, Al-Qadja Al-Mahda a également annoncé la tenue d'un forum en vue d'apaiser les tensions entre les communautés et le don de nourriture aux populations touchées. Cette attaque terroriste commise par les djihadistes et considérée comme le plus meurtrier du Sahel a eu lieu dans la zone dite des 3 frontières au conflit du Niger, du Mali et du Burkina Faso, principaux pays touchés par les conflits djihadistes affiliés à Al-Qaïda et à l'organisation de l'État islamique. En République centrafricaine, les résultats sont connus. Le président Faustin Archange Touadéra, candidat à sa propre succession, a été déclaré vainqueur au premier tour de l'élection présidentielle du 27 décembre 2020 par l'autorité nationale en charge des élections avec 53,92% des suffrages valablement exprimés. Liliane Fougen. Faustin Archange Touadéra, 63 ans, a remporté 53,92% des suffrages exprimés selon des résultats proclamés par l'autorité nationale des élections, en abrégé ANE. Il l'a emporté face à une opposition composée de 16 candidats. L'ancien Premier ministre Anissé Georges Dologué est arrivé en 2e position avec 21,01% des suffrages exprimés. Ces résultats du premier tour doivent encore être validés officiellement le 19 janvier prochain par la Cour constitutionnelle après d'éventuels recours. La présidentielle tenue en même temps que les législatives s'est déroulée sous la menace d'une nouvelle offensive d'une coalition rebelle dans un pays en guerre civile aux 2 tiers contrôlés par des groupes armés. Selon l'opposition et de nombreux observateurs étrangers et experts qui dénonçaient des fraudes massives, des milliers d'électeurs n'ont pas pu se rendre aux urnes en dehors de Bangui à cause de la crise qui prévaut dans le pays.
Selon l'ANAE, environ 700 000 Centrafricains se seraient rendus aux urnes sur 1,8 million d'électeurs enregistrés avant le scrutin. Dans la matinée, 9 candidats avaient dénoncé dans une lettre à l'ANAE, outre le fait que de nombreux Centrafricains n'ont pas pu voter, des bourrages massifs des urnes. Et les résultats des législatives qui ont eu lieu le même jour ne sont pas encore annoncés. Après la libération de Pascal Affi-N'Guessan, président du Front populaire ivoirien, le FPI, parti du président Laurent Gbagbo, le parti a annoncé par la voix de son secrétaire général, les porte-parole Isiaka Sangari, sa participation aux élections législatives prévues pour le 6 mars 2021. Il engage également à faire prospérer la vie politique ivoirienne. Au Soudan, l'Égypte et l'Éthiopie ont également repris dimanche dernier les pourparlers autour du barrage du Nil construit par l'Éthiopie et qui impacte considérablement la vie des populations égyptiennes et soudanaises. Le round-up de Thierry Blanchard. Après les présidentielles tenues récemment en Côte d'Ivoire, place désormais aux législatives. Le parti de Laurent Gbagbo, le Front populaire ivoirien, le FPI, a déclaré dimanche être dans la course aux législatives de mars 2021. Cette décision, contenue dans un communiqué signé par son secrétaire général et porte-parole, Isiaka Sangari, a été prise au terme d'une concertation du comité central du 12 décembre 2020. Cette confirmation fait également suite à la libération de Pascal Affi-N'Guessan, le président du FPI. Aussi, le FPI s'engage à faire prospérer le dialogue politique impliquant le gouvernement et l'opposition. En rappel, la Côte d'Ivoire organise ses élections législatives le 6 mars 2021. Le dépôt des candidatures a débuté le 4 janvier pour s'achever le 20 janvier 2021, un délai jugé relativement court par les organisations de la société civile. De nouveaux pourparlers entre les 3 pays africains qui connaissent des tensions autour du barrage sur le Nil sont en cours. En effet, selon le ministère soudanais de l'irrigation, son pays, mais aussi l'Égypte et l'Éthiopie ont repris dimanche leurs négociations au sujet du grand barrage controversé sur le Nil construit par Addis Abeba. Ces négociations se poursuivront dans les prochaines semaines. Le Caire, mais aussi Khartoum, en aval du fleuve, souhaite un accord légalement contraignant, notamment sur la gestion du barrage et le remplissage du réservoir. L'Éthiopie s'engage à conclure les négociations avec le bon espoir de parvenir à un accord. Le barrage suscite des tensions en particulier avec l'Égypte, qui, avec 100 millions d'habitants, dépend à 90% du Nil pour son approvisionnement en eau et qui craint que celui-ci soit réduit par l'installation. Madame, Monsieur, c'est sur cette information que nous mettons un terme à ce journal. Merci de l'avoir écouté une fois de plus. Bonsoir à la communauté de malentendants qui suit avec beaucoup d'intérêt cette session d'information sur Reflet d'Afrique Télévision. Donnons-nous rendez-vous demain quand il sera exactement 20h. Au revoir.